On parle avec François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Le retour de la guerre chez Odile Jacob. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, l'OTAN doit se préparer au pire au vu de l'évolution des tensions avec la Russie autour de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN face aux manœuvres avec la Biélorussie. Quel est pour vous le niveau de la menace russe? Est-elle toujours très forte? Au plan militaire, elle est en train d'atteindre son apogée. Entre le 10 et le 15 février, grosso modo. À ce moment-là, il y aura l'ensemble des matériels qui, pour certains d'entre eux, sont encore en transit depuis l'Extrême-Orient russe. Les navires de guerre aussi, qui sont venus de la Baltique, qui ont passé par la Méditerranée, arriveront sur les lieux. Ça, c'est un indicateur très important, parce que s'il devait y avoir une guerre, il y aurait vraisemblablement des opérations amphibies. Donc la Russie a fait le nécessaire pour pouvoir faire la guerre, si elle le décide, dans les 4 à 8 jours qui viennent. 4 à 8 jours qui viennent. Alors, on va écouter Jean-Yves Le Drian et on va voir ce que dit le chef de la diplomatie française. C'était chez nos confrères de France Inter ce matin. Je considère que la situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. La Russie s'est donné les moyens de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est une réalité. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de décision de prise à cet égard, mais lorsque vous avez 125 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, lorsque vous avez des grandes manœuvres qui sont en cours et qui vont commencer aujourd'hui, que ce soit en Bélarus avec des forces russes et des forces de Bélarus, et en mer Noire avec des manœuvres navales très significatives, oui, il y a de quoi être inquiet. La situation est très grave. Donc vous êtes inquiet également, François Hesbourg? Évidemment. Si c'est uniquement une affaire de moyens, les moyens sont en train d'être finalisés, leur mise en place étant... Ce que vous disiez. Alors, il parle du 20 février, Jean-Yves Le Drian. Vous parlez également de quelques jours. Le 20 février, il dit qu'on saura le 20 février si on se dirige vers une désescalade ou pas. Parce que justement, ce 20 février marque la fin supposée des exercices militaires russes et biélorusses. C'est aussi votre avis? Je pense que la date du 20 février peut aussi être raccrochée à la fin des Jeux Olympiques. Je pense que la Chine apprécierait modérément qu'il y ait une jolie guerre en plein Jeux Olympiques, désordre. Et donc, la date du 20 février, pourquoi pas? Et la question est de savoir comment la Russie préparerait, le cas échéant aussi, la manœuvre diplomatique, puisque pour l'instant, on parle encore. Et là aussi, les signes sont très inquiétants. Les Européens avaient répondu aux propositions russes un peu plus tôt dans la journée par une position commune de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout le monde, y compris les mauvais coucheurs, comme, je ne sais pas, M. Orban en Hongrie. Et la Russie vient d'indiquer qu'elle n'acceptait pas une réponse unique à travers l'Union européenne, qu'il fallait que chaque État s'exprime individuellement. Mauvais signe, donc. Oui, vraiment, franchement pas bon signe. Autre mauvais signe, le personnel diplomatique réputé non essentiel de l'ambassade de Russie à Kiev a reçu pour consigne d'évacuer. Ce matin, également? Oui, également ce matin. Deuxième mauvais signe. Deuxième mauvais signe. Et bon, aujourd'hui même, il y a la réunion dite du format Normandie à Berlin. Et là, il pourrait y avoir un bon signe, c'est-à-dire un accord sur la manière d'appliquer les accords de Minsk, mais on ne saura, je pense, que plus tard dans la journée, s'il y a au moins un espoir de ce côté-là. Lié aux accords de Minsk, on apprend que la Russie ne doit pas sous-estimer l'unité et la détermination des Européens. C'est ce que déclare Olaf Scholz, donc à la suite, j'imagine, de la réunion dont vous parlez. Et d'un autre côté, le secrétaire général de l'OTAN parle d'un dialogue de sourds entre diplomates. Est-ce que c'est ce que vous pourriez qualifier, tout ce ballet diplomatique de ces derniers jours, un dialogue de sourds? Oui, clairement. On l'a vu lors de la conférence de presse après la rencontre autour de la grande table entre le président Macron et le président Poutine. Le président Poutine a réaffirmé les positions russes, dans tout ce qu'elles pouvaient avoir d'incompatible avec nos positions. Le président Macron a indiqué quels étaient nos intérêts et notre position, et qui est totalement à l'inverse de celle de la Russie, dont acte. On n'est pas d'accord. Bon, on en est là.
On en est là. Alors le seul espoir, vous dites, c'est tout de même ce dialogue autour du format Normandie. Mais comment effectivement ces accords de Minsk peuvent-ils être une base de dialogue alors que les Ukrainiens et les Russes se renvoient sans arrêt la balle de la responsabilité de leur non-application? Ça, c'est là où les diplomates, j'allais dire, doivent bien travailler. Mais ça ne peut marcher que si la Russie, d'une part, accepte l'idée que le Donbass reste en Ukraine, fût-ce avec des aménagements sur son statut, et les Ukrainiens, bien sûr, accepter qu'il y ait effectivement des aménagements du statut du Donbass. Du côté ukrainien, les signes sont a priori plutôt bons. Il serait prêt à faire des concessions. Oui. Et du côté russe, à l'inverse, il n'y a pour l'instant aucun signe. On parle plutôt à Moscou en ce moment, mais enfin on dit beaucoup de choses aussi en ce moment à Moscou, qu'il pourrait y avoir une réunion de la Douma qui acterait l'indépendance, entre guillemets, déclarée en cas d'échec des discussions à Berlin d'aujourd'hui, l'indépendance des soi-disant républiques de Lugansk et de Donetsk dans le Donbass. Ce qui voudrait dire une vassalisation à Moscou? Ce qui voudrait dire notamment la fin du dialogue particulier qui a été établi depuis 8 ans entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Parce que la France et l'Allemagne ont été à la manœuvre pendant tout ce temps-là. Et si les Russes décident de sortir de ce dispositif, nous n'avons, nous, Français, plus aucun lien de dialogue sur le sujet ukraino-russe. Et à ce moment-là, je pense que la France ne pourrait plus jouer un rôle de médiateur. Elle a plutôt cherché à calmer le jeu. À partir du moment où on nous sort du jeu, on n'a plus de... Ça serait un échec, ça serait la guerre, du coup? Ça dépend si le président Poutine préfère une bonne guerre à une paix qui pourrait lui paraître médiocre. Alors une bonne guerre, justement, est-ce qu'il a vraiment intérêt, Vladimir Poutine, à faire la guerre, comme vous le dites? D'ailleurs, le retour de la guerre, c'est le titre de votre livre, François Hesbourg. Une guerre en Ukraine, elle irait dans le sens du titre de votre livre? Malheureusement, oui. Je l'ai écrit avant que tout cela ne monte en graines. Mais on est bien dans la tendance générale du durcissement des relations géopolitiques dans le monde d'aujourd'hui, avec la Covid qui est venue aussi s'en mêler, qui a contribué à durcir aussi, à accélérer le durcissement des relations. Est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à faire la guerre? Probablement pas, mais pour lui, la question ne se pose probablement pas dans ces termes. Il a à choisir entre l'alternative à la guerre qu'est la paix, et si la paix ne lui paraît pas satisfaisante, et il faut bien dire que les positions très extrêmes qu'il a prises, notamment au mois de décembre, avec les projets de traité qu'il a mis sur la table, qu'il a remis aux Américains, en l'occurrence, par-dessus la table. Revenir en 1997, revenir à la situation d'il y a plus d'un quart de siècle, il n'obtiendra pas satisfaction. Une dernière question, justement. Est-ce que Poutine n'a pas plutôt intérêt à faire, plutôt que de faire la guerre, à maintenir cette espèce de tension militaire pour continuer à faire pression et à gagner du temps? Est-ce que ça peut encore durer longtemps? Oui, ça pourrait durer longtemps, mais il faut bien dire qu'il a grimpé en haut d'un cocotier diplomatique en faisant des propositions extrêmes. Quand il n'obtiendra rien ou pas grand-chose... Ça l'a mis au centre du jeu tout de même. Oui, mais se mettre au centre d'un jeu que l'on perd, c'est pas forcément très intelligent. Donc décrocher par rapport à ces positions diplomatiques, c'est peut-être possible, mais alors il y a l'affaire ukrainienne. Mais décrocher de l'affaire ukrainienne après avoir déployé pendant 3 mois 125 000 soldats, et là encore pour se retrouver avec quoi? Avec ce qu'il y avait avant. C'est pas exactement glorieux. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président Poutine. Contrairement à d'autres, je ne sais pas dire s'il préférera la guerre à la paix. Mais la guerre n'est pas forcément irrationnelle de son point de vue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle le titre de votre livre, Le retour de la guerre, chez Odile Jacob. Merci encore. Merci et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.